Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour revenir sur l'actualité en République démocratique du Congo de toute la semaine. Et c'est le rôle que joue Politico chaque vendredi pour parler politique sans filtre. Cette semaine, ça a été encore une semaine remplie de rebondissements avec un très long week-end qui démarre ce vendredi et qui va s'achever le mardi prochain, un week-end où nous commémorons les héros nationaux, notamment Patrice Emery Lumumba pour le 17 et Mzee Laurent Désiré Kabila pour ce vendredi 16 janvier. Avec mon invité, on reviendra également sur ce dialogue qui est censé mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC. Tous les acteurs commencent à confirmer leur participation. Est-ce la bonne voie? Sous quelle forme ce dialogue va se dérouler? Ça va se passer où? Et est-ce que nous sommes sûrs que ce dialogue va ramener la paix? À toutes ces questions, on essaiera, avec mon invité, de comprendre le chemin pris par la République démocratique du Congo. Et puis, ici, dans la province du Lualaba, le bourgmestre de la commune de Fungurumé a été réhabilité dans ses fonctions par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a repris ses fonctions ou on continue à le bloquer? Il avait été suspendu par la gouverneure de la province du Lualaba pour mégestion de la rétrocession minière. On en parle dans un instant. On parlera aussi de ce qui se passe dans la deuxième ville de la province du Lualaba, à Kassaji, où le centre universitaire a été fermé. Les étudiants sur place sont énervés. Ça tombe bien, ce soir, sur notre plateau, nous avons un député honoraire de Lualaba, M. Donat Chimboj. Il est président national de la CONACO, dauphin, nous dit-il. M. Donat Chimboj, bonne arrivée. Merci Alain Saint-Pierre, c'est pour moi un honneur d'être là et laissez-moi d'abord vous jeter des fleurs parce que vous défendez l'honneur du Lualaba. C'est Lualaba que nous on veut toujours grand. Quand je suis sur ce plateau, je me sens très à l'aise et très content. Félicitations pour le travail que vous abattez parce qu'à travers le monde entier, on sait suivre l'actualité du Lualaba grâce à vous et merci. Grâce aux demi-dieux. C'est qui les demi-dieux? C'est lui qui a fait que les Lualaba existent. C'est lui qui a fabriqué tout le monde, les riches aujourd'hui, les pauvres, les fous, les intelligents, les élites comme vous. Et c'est lui qui a fait qu'il y ait une chaîne qui permette de rendre visible le Lualaba à travers le monde, les demi-dieux, l'homme qui a fabriqué les autres. Vous parlez de qui? Soyez un peu clair. Ceux qui connaissent les Lualaba, avant lui, il n'y avait pas une province qui s'appelait les Lualaba. Il y a quelqu'un qui est venu avec une province qui s'appelle les Lualaba, il l'a façonné, il a jeté les jalons, il a créé Mikuba et il est parti. Ah, vous parlez de Richard Mouyej? Ah, les demi-dieux. Et vous êtes son dauphin? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Sur ces traces, je suis à l'aise. Très bien. On a compris le message, en tout cas le message est passé. Et ils ne sont pas nombreux sur cette terre des hommes, comme lui. Ok, ce sont vos propos, ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que moi, son dauphin. À l'entame de l'émission, je disais que ce week-end, il est long. C'est un week-end de repos en République démocratique du Congo avec la commémoration du décès, de l'assassinat de Mzee Kabila le 16, Patrice Emery Lumumba le 17, mais ce jour férié a été reporté à lundi prochain, étant donné qu'en RDC, nous sommes en une semaine anglaise. Monsieur Chimboj, dites-nous, de ces deux héros, que reste-t-il de leur combat? De Lumumba, comme d'habitude, des slogans. Oui, des slogans, il en reste beaucoup. Mais de Mzee Laurent Désiré Kabila, beaucoup de souvenirs. Le plus connu, c'est Kanyama Kasese. Le plus connu, c'est ne jamais trahir le Congo. Mais moi, je préfère parler plus de Kanyama Kasese parce que jusqu'aujourd'hui, Kanyama Kasese continue à produire des effets. Mzee nous a appris à chasser la peur. Mzee nous a appris à faire face à une dictature. Mzee nous a appris à nous prendre en charge. Vous avez cité Kanyama Kasese et ça semble, de votre point de vue, l'une des meilleures choses réalisées par Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais est-ce que la manière
dont on organise ce service national aujourd'hui, selon vous, est-ce toujours dans l'esprit de l'initiateur qui est Musée Laurent Désiré Kabila? Et je vais parler précisément du recrutement de ces jeunes qu'on amène à Kanyama KCC. Est-ce toujours dans l'esprit original de Musée Laurent Désiré Kabila? Pas du tout. Là, il y a un dérapage. Je peux l'appeler comme ça, un dérapage, parce que sous Musée, on y allait allègrement. C'était volontairement. Moi, j'ai vu, j'étais encore un jeune assistant à l'université, j'ai vu mes collègues assistants aller à Kanyama KCC. J'ai vu des enseignants, j'ai vu les gens aller de plein gré à Kanyama KCC. Mais aujourd'hui, ça commence même à devenir péjoratif, ça fait peur. Là, c'est les côtés négatifs à mon avis. Mais le côté positif, c'est que on donne du boulot aux gens qui n'en avaient pas, et peut-être même on récupère les marginalisés, les koulouna. Moi, je trouve ça positif, mais le problème est que on va même plus loin, parce que on prend les gens par force. Sous Musée, c'était pas par force. Moi, je me rappelle le mérite du service national sous Musée, c'était non seulement d'apprendre du métier aux gens, mais c'était également de développer le civisme dans les jeunes gens, parce que moi, j'avais même rédigé mon mémoire de 3e cycle sur le service national, figurez-vous. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que Musée avait développé un génie qui dormait dans peut-être nous tous, parce qu'il organisait les jeunes par groupe de 11, à raison d'un jeune par province. Et donc, les jeunes se retrouvaient à 11 dans leur cabane, et chacun était libre de s'exprimer dans la langue nationale de son coin. Et il s'entendait. Et puis, c'était prévu qu'à l'issue de cette formation-là, Kanyama KCC éclaterait ou serait installé dans chaque province. Vous imaginez avec ça, qu'est-ce que serait devenue la RDC? Et Colette Brackman, que j'ai cité dans mon mémoire, avait dit le plus grand coup que, d'après les Occidentaux, Musée avait asséné au paternalisme européen, c'était la création du service national. Et ce faisant, dans certains milieux en Occident, on avait dit qu'il avait signé son propre arrêt de mort. Parce que pour les Occidentaux, c'était parti pour l'indépendance, notamment alimentaire. Et donc, eux ne supportaient pas ça, étant donné que le Congo a toujours été et reste un grand marché du monde entier. Et quelle est votre réaction quand vous entendez des témoignages, par exemple à Kolwezi, Kassoulou notamment? Nous avons enregistré un témoignage de un jeune garçon qui est sorti de chez lui pour acheter du pain au coin de la rue parce qu'il était mal coiffé. Il a été arrêté par la police, amené au bureau de la police, et ses parents ont dû débourser $100 pour être libéré. À défaut de quoi il devrait être amené à Kanyama KCC. Il y a beaucoup de commentaires qu'on pourrait faire là-dessus. Je venais de dire ici que ça, c'est les côtés négatifs de ce que est devenu Kanyama KCC aujourd'hui. Bon, débourser de l'argent, c'est peut-être une maladresse pour les parents. Pour les parents. Oui, pour moi, ce serait une maladresse, à moins qu'ils prouvent qu'ils ne pouvaient pas aller défendre. Il n'y avait pas d'instance où ils pouvaient aller réclamer leur... Est-ce possible, parce que les parents qui nous regardent ce soir, et nous en tant que journalistes, en tant que presse, on reçoit de plus en plus d'alertes, et on a comme l'impression que les parents ne savent pas où dénoncer quand leurs enfants se retrouvent dans les filets de certains policiers à quête d'argent. C'est ce que j'ai dit, ça c'est le revers de la médaille. Là, c'est les côtés négatifs de ceux qui n'ont pas su gérer l'héritage de Musée. Et parce que dans un état de droit, la liberté de penser, la liberté de mouvement, la liberté d'association est garantie. Et donc, les parents devraient avoir la possibilité d'aller réclamer leur fils parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'il aille là-bas, comme Musée l'a voulu. Mais si on les en empêche,
là, ça devient un problème. Là, c'est le régime maintenant qui doit répondre le moment venu. Parce que Kanyama Kasese est en train d'être... comment le terme m'échappe? On est en train de dénaturer Kanyama Kasese. Et le moment venu, c'est quand? Ah, le moment venu, c'est quand chacun doit répondre de ses actes. C'est-à-dire, à la fin du mandat, lors des élections, on doit sortir tout ça. On va sortir tout ça et chacun va répondre. Le gouverneur va répondre, l'inspecteur provincial de la police va répondre, les ministres de l'Intérieur vont répondre, les chefs de l'État vont répondre. Très bien. Sur ces différentes commémorations de nos héros, il y a la publication de cette loi sur l'ordre national des héros nationaux, avec l'instauration d'une date unique pour la célébration des héros, avec une petite précision parce que l'information a été mal passée dans le public. La commémoration des décès reste en place, le 16 et le 17, mais avec cette fois-ci une instauration d'une date, une nouvelle date unique, si j'ai compris l'esprit de la loi promulguée par le chef de l'État et votée à l'Assemblée nationale. Est-ce une bonne idée, choisir une date unique pour commémorer nos héros? Même pour les décès, moi je pense qu'on ferait bien de mettre le tout en une journée, parce que je vous assure, Alain Saint-Pierre, que ce matin, j'ai dû reposer la question à mon épouse. Le 16, c'est qui? C'est Musée? J'ai dû reposer cette question-là. Oui, mais ça ne change pas l'histoire. Même si on met en date unique, Musée aura été assassiné que le 16 et Lumumba le 17. Voilà, c'est le hasard qui a voilà que je trouve avantageux. Okay. Bon, vous appelez ça le hasard, mais moi je pense qu'il y a un message derrière ces assassinats. Alain Saint-Pierre, moi je pense qu'il y a un message. Lequel? D'abord, Musée lui-même avait prédit qu'il serait un autre Lumumba. Donc, qu'il soit mort presque à la même date, je crois que ça rejoint son testament ou son vœu. Autre chose, de la part des commanditaires, moi je suis de ceux qui analysent que c'était un message pour dire aux Congolais, celui qui se hasarderait à suivre les pas de Lumumba finirait comme Lumumba. C'est une lecture. C'est une lecture. Oui. Donc pour moi, regardez, vous avez dit que là, il y a un long week-end. Vous l'avez bien appelé un long week-end. Moi, je crois que c'est exagéré. C'est une perte de temps inutile. Oui, mais ce long week-end, honorable, il a été accentué par le même gouvernement, le régime Félix Tshisekedi, en instaurant une semaine à 5 jours. Si on était dans une semaine normale, on aurait commémoré Lumumba un samedi parce que ce serait un jour ouvrable. Maintenant, on a mis une semaine anglaise, ce qui raccourcit les jours ouvrables. Lumumba tombant un samedi, on ajoute ça le lundi. Vous ne me contredisez pas, Saint-Pierre. Je suis en train de déplorer le gaspillage de jours de travail. C'est trop, c'en est trop. Nous savons que les deux sont héros. Les deux sont le maître et les disciples. Alors, on les commémore le même jour. Ça ne coûte rien du tout. Au lieu d'aller dans les folklores, et là, nous perdons beaucoup de temps. Nous perdons vendredi, nous perdons samedi, nous perdons dimanche, nous perdons lundi. 4 jours. C'est plus en un mois. Et puis, regardez, nous sortons encore des festivités du 31 décembre, 1er janvier, 4 janvier. Bon, finalement, en janvier, on n'aura rien fait. Dans un pays en lambeaux, un pays... où tout est à faire. Où tout est à refaire, mon cher ami. Nous perdons trop. Je me rappelle dans cette province, quand on venait d'arriver, j'avais dit que tout le Lualaba est un chantier, y compris la presse. Et j'ai reçu de menaces, des insultes, parce qu'on n'a pas compris un chantier, c'est quoi. On a fait venir la responsable de l'INPC ici, qui est venue leur dire, mais un chantier, la presse est encore un chantier au Lualaba, et c'est tout à fait normal. Donc le Congo est encore un chantier, on ne peut pas se permettre pareil gaspillage. On note votre remarque, ça fait donc 6 jours qu'on aura perdu en janvier. Pour rien. Pour rien, et en sachant que le mois de février, il est naturellement court, ce qui veut dire qu'on on avance à grands pas et on ne travaille pas beaucoup.
Ouvrons à présent le dossier du dialogue qui se dessine de plus en plus. Félix Tshisekedi accueilli, reçu par son homologue angolais. Ensuite, il y a les prêtres catholiques et les pasteurs de l'ECC qui ont été reçus. Semble-t-il en coulisses, Joseph Kabila et Moïse Katumbi auraient été avant reçus aussi par le président angolais. On ne confirme pas l'information, mais ça s'est dit en coulisses. Ce qui est sûr, toutes les bases semblent prêtes pour un dialogue entre Congolais. Vous, est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Et est-ce que vous êtes partant pour ce dialogue? Oui, et si on pouvait m'inviter, j'irais même sans valise. Okay. Oui, Dieu, enfin, les anciens disent que Dieu a créé les humains avec 2 oreilles et une bouche. C'est-à-dire, il serait intéressant, sage, de parler moins et d'écouter beaucoup. Moi, j'ai mal à entendre des trouvères, des troubadours qui chantent, je ne sais pas, pour plaire au chef de l'État et pour dire ces dialogues-là, on n'en a pas besoin, ça ne va rien résoudre. Mais ces gens-là sortent d'où? Ces gens-là sortent d'où? Parce que pour nous, les tchombistes, nous savons que ce pays a été sauvé par Moïse Tchombé et rappelé ou invité par ses collègues anciens ennemis d'hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après la sécession katangaise, Moïse Tchombé, diabolisé, est parti en exil. Il a laissé le pays aux mains de ses adversaires ou de ses ennemis politiques. Mais la solution n'était pas venue. Le pays s'enfonçait encore davantage dans l'émiettement, dans les guerres, parce que tout le monde était devenu seigneur de guerre. Et ils se sont avisés, les politiques congolais se sont avisés, ils se sont dit, personne d'entre nous ici n'est capable de réunifier le pays, de ramener la paix, sauf Moïse Tchombé, notre ennemi commun. Vous comprenez la grandeur, je ne sais pas, de l'état d'esprit de l'époque. Ils ont sollicité leur ennemi d'hier, leur ennemi commun, Moïse Tchombé, notre père fondateur, qui a accepté, malgré qu'il a été diabolisé, combattu, il a accepté de venir sauver le pays. Et là, nous sommes en 1964. Il est revenu et il s'est mis au travail avec la bénédiction de ses anciens ennemis. Alors, qui est ennemi aujourd'hui au Congo? Qui est ennemi de qui? Moi, je ne vois pas pourquoi Tshisekedi n'accepterait pas de parler avec Joseph Kabila en face. Parce que Joseph Kabila a une expertise que Tshisekedi n'a pas, que personne au Congo n'a, si je peux me permettre ainsi. Parce que lui a dirigé ce pays. D'abord, il a hérité de ce pays dans quel état? Dans quelles circonstances? Les pays étaient émiettés, comme à l'époque de Tchombé. Et Joseph Kabila a pris son bâton de pèlerin, il a dit, je me rappelle encore, je suis prêt à aller partout où se négociera la paix au Congo. Et il l'a fait. Il l'a fait. Personne d'autre ne l'a déjà fait dans ce pays. C'est pourquoi je parle de l'expertise. Oui, mais justement, le dialogue, oui. Même le président de la République a toujours dit oui pour le dialogue. Mais là où il y a les conditions, c'est dialoguer avec qui? Mais avec tout le monde. Je viens de vous dire ici que les anciens ennemis politiques de Moïse Tchombé, parce qu'ils se sont sentis incapables de mettre fin à la situation d'antan, avaient fait venir héroïquement leur ennemi. Vous sous-entendez quoi? Que Félix Tshisekedi doit reconnaître qu'il n'a pas pu mettre fin à l'insécurité, il doit faire appel à son ancien ennemi, Joseph Kabila? Il n'a pas su mettre fin à l'insurrection, à la rébellion, comme on l'appelle. Mais une rébellion créée par Joseph Kabila... Bon, il faut le démontrer. Et si c'est Joseph La justice l'a démontré, il est condamné à mort.
Non, bon, une certaine justice l'a démontré. Non, la justice de notre pays. Bon, une certaine justice parce que les gens ne sont pas unanimes. Et dernièrement, j'ai entendu dire qu'on tendrait vers la révision de ces procès-là. Oui, mais ce n'est pas encore fait. Ce qui est sûr, pour l'instant, il y a eu bien une décision judiciaire qui condamne à mort Joseph Kabila et qui les reconnaît comme patron du M23. D'accord. Mais puisque à l'époque de Sun City, Joseph Kabila s'est retrouvé en face de ses ennemis, les gens qui lui contestaient, son pouvoir. Oui. Et ils sont allés, grâce à la médiation de ceux qui aiment le Congo, ceux qui ont décidé, ou ceux qui avaient décidé d'aider les Congolais à avancer pour que le pays n'éclate pas. Joseph Kabila est allé en toute humilité et il a accepté de céder une partie de son pouvoir. Et à qui? À des gens plus âgés que lui, à des gens idéologiquement opposés à lui. Il a accepté. C'est ce modèle-là dont je parle, que je compare au modèle de Moïse Tshombe, et le Congo a été sauvé. C'est ce que Félix Tshisekedi doit faire. Sous quelle forme pourrait faire. Oui. Selon vous, je rappelle que vous êtes président national de la CONACO qui est le parti des Tshombe. Oui, donc, parti fédéraliste. Fédéraliste, bien sûr. Oui. Selon vous, quel format doit avoir ce parti et plutôt ce dialogue? Le modèle Sun City. Le modèle Sun City. Oui, avec un médiateur. Avec tous les opposants politiques et tous les groupes armés. Tout le monde. Corneille Nangaa. Tout le monde est congolais. Et tout le monde a à dire. Parce que vous ne direz pas que Corneille Nangaa n'a pas de revendications. Vous ne direz pas que Lui, il revendique ses carrés miniers. On ne va pas se retrouver autour je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est seulement ça. Mais s'il revendique ses carrés miniers, on doit fouiller pour savoir il a raison ou pas. Si Joseph Kabila revendique une mégestion du pays, on va se demander, il a raison. Vous allez revendiquer quoi à ces dialogues? Si jamais il est convoqué, et vous, en tant que président d'un parti national, vous irez faire quoi là-bas? Le respect des textes, non? Quel texte n'est pas respecté? En commençant par la Constitution. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de frustration. Frustration, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont droit à tout, les autres n'ont droit à rien. Vous êtes frustré? Mais bien entendu. Pourquoi? Qu'est-ce que le pouvoir de Tshisekedi? Décidément, tout le monde est frustré dans ce pays. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a fait à vous? J'ai assisté à des élections où on nous a dit que les gens se sont fait voter eux-mêmes dans leur maison avec des machines. Et moi qui avais compétit loyalement, j'ai été déclaré perdant. Vous n'avez pas digéré votre débâcle aux élections, c'est ça? Reconnaissez-le. On vous a battu. Bien entendu. Il y a des gens qui disent qu'ils m'ont battu. Mais vous avez entendu la CENI elle-même dire qu'au Lualaba, il y avait environ 160 cas de fraude avec machine. Ils allaient publier 80 cas et 86 autres le lendemain. Ce n'est jamais venu. Hein? C'est pas frustrant, ça? OK. Ah. Et donc, si je vais, vous m'avez posé la question, si je vais là-bas, je vais évoquer ces cas-là. Je vais appuyer ceux qui reprochent à nos compatriotes la fabrication d'une majorité mécanique et malhonnête. Et parce que c'est pas constitutionnel. Oui, mais si vous êtes légaliste, c'est une parenthèse que j'ouvre, à l'époque, pourquoi n'étiez-vous pas allé devant la justice pour prouver qu'on vous a volé votre victoire au lieu d'être frustré dans votre coin et souhaiter la partition du pays? Mais le FCC avait revendiqué, continue à revendiquer. Qui a entendu? Et la Cour constitutionnelle a interprété à sa manière. Et le fameux mandat n'est pas impératif. On a interprété ça à leur manière. Et la conséquence, c'est que jamais au monde, on a vu ce qui s'est fait dans notre pays, c'est-à-dire changer une majorité mécaniquement, en plein mandat. Vous pensez que ce n'est pas une frustration, ça? Nous participons aux élections, nous avons notre majorité. Allez, Mamba, moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut écouter le peuple. Okay. Écouter le peuple, ça veut dire quoi? Quand nous sommes allés aux élections de 2018, le peuple avait bien tranché. Le peuple avait dit, Kabila, FCC,
vous n'avez plus la présidence. Elle va à l'opposition. On a applaudi. Mais le peuple a dit à l'opposition, Kabila a sa majorité, vous devez composer. C'est l'équilibre. Et en plein mandat, vous décidez que bon, cette majorité-là devient mienne sans participer aux élections. Oui, mais est-ce que sous prétexte qu'on vous a pris votre place à la mangeoire, qu'il faut mettre en danger les vies des gens, des populations à l'est de la RDC? Je ne dis pas ça. J'ai dit que quand on va au dialogue, oui, on va se regarder dans les yeux. Oui, vous allez soulever toutes ces questions-là. Naturellement. Mais en même temps, le dialogue n'est pas forcément convoqué ne serait pas convoqué pour cela. Pourquoi? Mais il est convoqué pour trouver la paix. Mais à Sun City, on avait convoqué les dialogues pour trouver la paix, parce qu'il n'y en avait pas. La paix, c'est ce que nous avons de plus cher, Alain. Et quel qu'en soit le prix. La paix, c'est ce que nous avons de plus cher. À Sun City, on est allé rechercher la paix. En 1964, on a rappelé Moïse Tshombe parce qu'il fallait chercher la paix. La paix nous manque. Honorable Tchimboj, restons sur la forme d'abord de ce futur probable dialogue en RDC. En RDC, on a plus de 1000 partis politiques, plus les groupes armés. Comment est-ce qu'on va s'asseoir autour d'une table? Et ça va prendre combien de temps pour entendre les frustrations de chacune de personnes? Allez, Mwamba, vous étiez encore très jeune, mais je ne crois pas que vous étiez à l'école maternelle. En 90 ou en 92, parce que rien n'allait au pays, les acteurs politiques ont demandé la conférence nationale souveraine. Mobutu avait dit conférence constitutionnelle. On lui a dit conférence nationale souveraine. Vous voulez la même chose? Il y avait combien de participants? Plus de 2500. Plus de 2500. Vous voulez la même chose? On a fait avec. C'est-à-dire, non, je voudrais dire que tout est possible quand la volonté est là. Okay. Il y avait eu plus de 2500 participants et ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans. Ça a balisé le chemin, même si Mobutu avait récupéré à la fin, mais ça a balisé un grand chemin. Ça a appris aux gens qu'est-ce que c'est qu'un Premier ministre. Et on peut élire un Premier ministre sans passer par l'ordonnance de Mobutu, par exemple. Ça a appris aux gens que la majorité des Congolais, des Congolais, des partis politiques aiment le fédéralisme. On avait même sorti un projet de constitution République fédérale du Congo. Ok. Mais maintenant, vous m'étendez la perche. Si on organise ce dialogue, comment est-ce qu'on est sûr qu'à l'issue de ce dialogue, on va retrouver la paix? Bon, j'ai dit, on prend comme inspiration Sun City. Ouais. On doit avoir une médiation ou des médiations sérieuses. À l'issue de Sun City... Médiation sérieuse, ça veut dire? Avec des médiateurs sérieux. Pour l'instant, on a les États-Unis, on a les Qataris avec Doha, on a l'Angola, on a maintenant aussi les Togolais qui ont été... C'est pas le même format. C'est pas le même format, mais oui. Pour tous ces processus, tous nous ramènent à un dialogue. Ouais. Donc on suppose que tout ce bon monde, ce sont des médiateurs entre les différentes parties. Pourquoi pas? Parce que je me rappelle, il y a pas longtemps, on a parlé de 5 médiateurs. Ouais. Ouais. L'abondance ne nuit pas du moment. La question c'était qui est sérieux? Parce que vous posez la question du sérieux du médiateur. Ah, on va tabler, on va chercher, on ira par élimination. Par se mettre d'accord sur le médiateur. N'est-ce pas? Okay. Qui est des médiateurs. Et je voulais vous ajouter, vous rappeler qu'à l'issue de Sun City, on avait constitué un comité, je ne sais pas comment ça s'appelait encore, un comité de suivi piloté par la communauté internationale sous l'égide de l'ONU, de la MONUSCO. Et on suivait le respect des résolutions de Sun City. Et ça nous a conduit à la paix, ça nous a conduit aux premières élections que Kabila avait gagnées. Et donc, pour moi, le chemin est déjà balisé, le modèle Sun City, parce que ça met tout le monde en face de tout le monde. Oui, mais ici, il y a une question principale qui est celle de la confiance que vous vous faites entre partis. Et la plus grande reproche que les kabylistes font aux Tshisekédistes, c'est le fait que le président Tshisekedi est reproché de ne pas avoir la politique ou plutôt l'habitude de respecter sa parole donnée. Si jamais vous allez à ce dialogue, vous signez un document, quelle garantie vous avez que le président de la République va, comme vous l'avez dit, respecter sa parole? C'est pourquoi je vous parle de médiateurs sérieux.
C'est pourquoi je vous parle du modèle de Sun City. Il y avait un comité de suivi des résolutions. Il faut ça. Sans ça, chacun va rentrer dans la forêt. Il n'y aura pas la paix. Non, et la guerre va continuer. Donc, on doit avoir ces garanties avant ou après le dialogue? Avant d'aller dialoguer, c'est comme dans un match. On doit se mettre d'accord qu'il y a un arbitre. On doit se mettre d'accord sur les règles du jeu. Si vous touchez la balle de la main volontairement dans la surface de réparation, il y a pénalty. Vous devez avoir des vareuses différentes suivant les équipes. Vous devez être à 11 dans chaque équipe. Donc tout cela doit être minutieusement discuté avant. Une question de curiosité, c'est une parenthèse, mais on reste dans le même sujet. J'ai dit tout à l'heure j'ai dit que les bases étaient d'accord pour le dialogue. Est-ce que vous avez, en tant que président d'un parti politique national, avez été contacté pour ce dialogue? Pas encore. Et pour moi, ça serait frustrant que je ne sois pas contacté parce que le pays nous appartient à tous. Nous avons tous à dire. Si le parti de Tchombe n'est pas invité, vous serez frustré? Mais bien entendu, parce que nous avons une recette. Et par le passé, nous avons démontré notre capacité à réunifier le pays. Et on ne le dit pas assez, peut-être par mauvaise foi, mais nous avons prouvé par notre père fondateur que nous pouvons transcender nos divergences au nom de la paix et de l'unité nationale. Tchombe n'a pas une réputation d'un unificateur, il a plutôt une réputation d'un sécessionniste. Oui, bien sûr. Vous nous racontez quoi, honorable? Je raconte qu'il y a des gens de mauvaise foi et même des ignares ou même de ceux qui veulent cacher la vraie histoire du pays. La vraie histoire du pays, c'est que Tchombe a fait sécession parce qu'il fallait réagir à l'arbitraire de Lumumba, parce qu'il fallait sauver les Congo contre les chaos, parce que le pays était en train d'être pillé. Il fallait protéger l'outil de travail qu'étaient les Katanga. Ça, c'est la sécession. Après la sécession combattue par l'ONU, une grande première à travers le monde, l'ONU a fait la guerre à un peuple. C'était au Katanga. Après avoir vaincu la sécession, Moïse Tchombe s'est retiré, est allé en exil et il a laissé les Katanga au Congo. Mais le Congo s'est enfoncé davantage dans l'instabilité et dans les guerres. Et c'est Tchombe qui est revenu pour mettre fin à tout ça, réorganiser le pays, réorganiser l'économie, organiser les élections qu'il a gagnées haut la main. Et on lui fait un coup d'État. Et quand on lui fait un coup d'État, les politiciens disent « trop c'est trop ». Et Mobutu dit « je prends le pouvoir ». Donc le sauveur de ce pays s'appelle Moïse Tchombe. On aura la possibilité et le temps de revenir sur cette histoire de Tchombe qui semble méconnue du grand public. Qu'on cache. Qu'on cache. Très bien. Qu'on cache par mauvaise foi. Parce que Kasavubu a récidivé la bêtise qu'il avait faite sur Lumumba en révoquant le Premier ministre. Il a récidivé avec Tchombe et il a donné l'occasion à Mobutu de lui faire aussi un coup d'État. Et vous, les héritiers de Tchombe, vous pensez amener cette recette au prochain dialogue? N'est-ce pas? Pour dire aux Congolais, nous avons, un exemple de celui qui a accepté la diabolisation. Il est venu réunifier le pays. Ce pays nous appartient à tous. Personne ne peut se prévaloir de quoi que ce soit parce qu'il y a à boire et à manger. La légitimité du régime en place est très discutable. Si Tshisekedi et Kabila réussissent à se mettre ensemble, on finit la guerre. Il y a des voix qui s'élèvent à l'union sacrée selon lesquelles, si cela arrive, si le dialogue suspend le mandat actuel du président Tshisekedi, ce qui veut dire qu'en 2028, Tshisekedi devra continuer à gérer le pays au-delà de 2028. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout cela est possible au nom de la paix, mais il ne va pas gérer seul. Ah, il peut pas vous êtes prêt à laisser Tshisekedi continuer à gérer au-delà de 2028? Pas seul. S'il vous associe à la gestion? Bien sûr, parce que au moment où nous sommes là... Et la population est d'accord avec vous? Alain Saint-Pierre, au moment où nous sommes là, nous n'avons pratiquement pas de garantie qu'il y aura élection en 2028. C'est impossible. Matériellement, c'est impossible. Et il y a des gens qui reprochent déjà à Tshisekedi de jouer à ça. Et donc,
Si cela arrivait, ça serait seulement une répétition de ce qui s'est passé avec Kabila. En 2016. Oui, quand l'élection n'est pas possible, Kabila était sous pression de qui? De Tshisekedi et autres opposants, des confessions religieuses. L'histoire se répète. Donc vous ne serez pas choqué si Tshisekedi restait au pouvoir au-delà de 2028, à condition que vous soyez associé à la gestion. Pas moi, la classe politique congolaise dans l'ensemble. Dans vous. Naturellement, et lui dire, monsieur, vous n'allez plus gérer comme avant. Ouais. S'il reste au pouvoir au-delà de 2028, je ne sais pas quelles seront les conclusions de ce dialogue. Est-ce que les institutions actuelles telles qu'organisées, notamment la CENI, ça doit rester en l'état? Ça tombe, tout est à refaire. On reviendrait à Sun City. Alain Saint-Pierre, je ne cesse de répéter, les modèles, c'est Sun City. Kabila a accepté de partager son pouvoir. Cette majorité qui a été fabriquée de toutes pièces, elle doit être démantelée. Vous voulez 1+4 sous Tshisekedi? N'est-ce pas? C'est possible. C'est même impératif. Impératif. Est-ce que plutôt Kabila accepterait d'être vice-président de Tshisekedi? Pas nécessairement Kabila. Kabila est très élégant. Ah, okay. Il désignerait peut-être les demi-dieux. Il viendra sauver les Congos. Demi-dieux, surnom que vous avez donné à Richard Mouyej. Oui. S'il désignait les demi-dieux, le Congo est sauvé. Terminons sur la question du dialogue avec, évidemment, on en a parlé en passant, les médiateurs. Pour l'instant, le modèle du dialogue qui est mis en avant par l'opposition, c'est notamment celui proposé par les évêques et les CC, donc l'Église catholique, la SENCO et les CC. Mais pour l'instant, du côté du pouvoir, on ne semble pas être chaud pour suivre, pour avoir les églises comme... Ils ont commencé par refuser les dialogues. Okay. Bon, maintenant, s'ils acceptent le dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une avancée. Oui. Il y a une avancée. Oui. Qui ne fasse pas le remake de Kabila Mobutu Sirutenika. Ok. Oui, nous devons éviter ça. Ok, on a compris. Oui. On a compris. On va avancer, on change de chapitre. Venons à présent au Lualaba, où il y a aussi beaucoup de faits d'actualité. On va commencer par la commune de Fungoromé, où le bourgmestre, M. Lieusan Kaleng, qui était suspendu par la gouverneure et qui a été réhabilité par le vice-premier ministre de l'Intérieur, on le voit en photo ici. La décision a été prise ce 15 janvier. En tout cas, le télégramme est arrivé là. Le 12. Le 12. Oui, le 15, c'est un autre. C'est un autre, oui, le 12 plutôt. Excusez-moi sur les dates, c'était le 12. Il n'y a pas que lui, toujours au Lualaba, l'administrateur du territoire de Muchacha, lui aussi, M. Massikini, a été réhabilité dans ses fonctions. Ah, lui aussi? Oui, il a été réhabilité très bonne nouvelle. Après plusieurs mois de suspension. C'était avant Kaleng. Hein? Exactement. Et tous deux sont de l'IDPS. Exactement. Quelle réaction vous avez? Pour moi, c'est le retour de l'IDPS qui commence à se réveiller, parce qu'il était dans son profond sommeil au Lualaba. Pour moi, c'est le réveil de l'IDPS. Et c'est une très bonne chose. Ça mettrait, on comprendrait que ce serait peut-être le début de la fin de l'arbitraire. Oui, parce que ces gens-là, on les a suspendus pour, je ne sais pas, insoumission, détournement. Mais il faut les démontrer. Les cours et tribunaux sont là pour ça. Les cours et tribunaux. Il faut une année pour démontrer la mégestion de quelqu'un. Il faut une année. Et si l'autorité suprême, d'après ce que j'ai lu dans le message réhabilitant Kaleng, c'est le président, le chef de l'État, le président de la République qui s'est impliqué pour résoudre le problème d'un gouverneur, les cas d'un gouverneur. Mais d'un bourgmestre. On est où, Alain Saint-Pierre? On est où? Même s'il faut centraliser les choses, on est où? Et maintenant, là, à Fungoromé, j'entends dire qu'il y aurait des petites voix qui s'élèveraient contre cette décision-là. Donc, c'est-à-dire que ces petites voix-là mettent en doute la capacité du chef de l'État de trouver, après une année, que le monsieur est innocent, ou que les deux messieurs méritent de reprendre leur poste. Le chef de l'État, avec tout cet arsenal qu'il a, le cabinet, le gouvernement, et les services, l'ANR, l'IGF et tout, tout le monde là est incapable de découvrir que ces messieurs-là ont volé l'argent du peuple. Et on met en doute la décision du chef de l'État
et en même temps annoncer au Conseil des ministres. Les ministres sont incapables de dire, monsieur le chef de l'État, vous vous trompez. Les ministres sont incapables. Ce sont des petits bonshommes de Fungurume là, qui donnent des leçons au chef de l'État et ils lui disent, nous travaillons dans votre vision. Mais on se moque de qui? Mais en même temps, ce sont ceux qui sont dans le là-bas qui maîtrisent mieux, qui sont proches du dossier. Ils n'auraient pas tort de faire... Alain Saint-Pierre, ils ont eu une année pour démontrer au chef de l'État que son monsieur est voleur. Ils ont eu une année. Qui les en a empêchés? Ils ont eu une année. Ils attendent que le chef de l'État, après ces investigations, trouve que les deux messieurs méritent de reprendre leur poste. Et vous vous levez, vous vous réveillez de votre sommeil. Mais pendant une année, vous avez eu le temps de le démontrer. Non, un peu de respect. Un peu de respect. Parce que j'entends parler des chefs coutumiers, Alain Saint-Pierre. Est-ce qu'un chef coutumier est habilité à contester une décision administrative? Ça fait deux pouvoirs différents. Un chef coutumier est investi par la coutume. L'administrateur est investi par une ordonnance. Mais ils doivent travailler en harmonie. D'accord, mais il faut démontrer au patron. Les patrons, c'est les chefs de l'État. Ou alors, s'ils ne peuvent pas arriver à Kinshasa, qu'ils démontrent ça auprès du gouverneur, qui a suspendu. Démontrer au gouverneur pour que le gouverneur aille démontrer aussi au VPM et qu'il aille démontrer aussi au chef de l'État que le monsieur a volé. Est-ce que la gouverneure avait eu tort de suspendre ces deux messieurs, le bourgmestre de Fungurume et le chef, plutôt l'administrateur du territoire de Muchacha? J'avais entendu les gens épiloguer là-dessus. Vous savez, en politique, chacun tire les draps de son côté. J'avais entendu les gens épiloguer là-dessus. Mais après une année, si la hiérarchie trouve que la suspension n'en valait pas la peine, ou bien elle était arbitraire. Pour vous, le débat est clos? Le débat est clos, il n'y a pas de débat. Surtout qu'on dit qu'on travaille dans la vision du chef de l'État. Mais vous travaillez dans la vision de quelqu'un dont vous contestez les décisions. Ouais. Moi, j'ai l'habitude d'appeler ça les politicailleurs qui sont là, ils traversent la rivière à travers les dos de l'éléphant. Donc l'éléphant est en train de traverser la rivière. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité de traverser, il monte sur le dos de l'éléphant, il dit « Moi je suis Tshisekedi, je suis Tshisekedi ». Une fois traversé la rivière, il se dit « Éléphant, va-t'en ». Tshisekedi va te foutre. Moi, je suis déjà député. Moi, je suis déjà ceci. Et donc, je peux contester. C'est de l'indiscipline au sein de la maison. Oui, mais est-ce que vous pensez, parce que c'est un cas quand même, les cas de gestionnaires des entités qui ont été suspendues sont quand même légion à travers la République. Pour les deux cas sous examen, ils sont tous curieusement de l'UDPS. À la mairie de Lubumbashi, c'était aussi des cas de l'UDPS. Mairie de Kolwezi, des cas de l'UDPS. Tous ces cas, ils ont été rétablis. En même temps, on a d'autres gestionnaires qui ont été suspendus. Je ne vais pas revenir sur les cas Mouyej, mais dans le Haut-Katanga, on a le gouverneur Kabula. Pour eux, comme ils ne sont pas labellisés UDPS, vous pensez que c'est ça qui justifie le fait, qui explique pourquoi est-ce que le chef de l'État personnellement ne s'est pas penché sur leur cas pour les rétablir dans leurs fonctions? Il n'y a que lui qui peut répondre, mais pour les cas que moi je connais ou que je crois connaître, celui de Richard Mouyej-Manguez-Mans. Richard Mouyej-Manguez-Mans faisait peur. Richard Mouyej-Manguez-Mans faisait peur à tout le monde. Et dans son camp du FCC et dans le camp de Tshisekedi, Richard Mouyej faisait peur parce que c'était un maître d'école à qui il était difficile de faire des leçons. Et donc, ce qui lui est arrivé, parce qu'on cherchait la petite bête, on a décidé tout simplement de l'éliminer physiquement. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné parce qu'il était impossible de démontrer la faille dans sa gestion. Et parce qu'il a été empoisonné, et on l'a suivi par plusieurs manœuvres, on lui demande de démissionner sur son lit d'hôpital. C'est inhumain. C'est arrivé où? Il a refusé, il a dit « Moi je rentre dans mon pays, démontrer que je suis innocent ». Il est rentré dans son pays, la justice était incapable de le juger.
parce que beaucoup de personnes allaient périr, notamment au Lualaba, parce qu'ils avaient fabriqué des fausses pièces que la justice avait découvert à Kinshasa. Beaucoup de gens allaient périr. Alors on a préféré taire d'abord l'affaire et Mouyej, entre-temps, les demi-dieux était malade. Il devait rentrer chez son médecin et il a trouvé que c'était de la pourriture. On ne pouvait pas les garder comme ça. Et il risquait de mourir. Il a préféré démissionner. Il a laissé tomber les choses. Donc personne n'a jamais démontré, si vous voulez que je fasse un parallélisme avec ce qui s'est passé avec les bourgmestres de Fungurume, personne n'a jamais démontré qu'il est voleur. Ni pour Fungurume, ni pour Mouyej. L'IGF l'a démontré, 350 millions de dollars détournés en une année. Non, l'IGF avait crié. L'IGF avait crié, mais l'IGF n'avait jamais démontré. Alinguetti, on peut tout douter du régime Tshisekedi, mais Jules Alinguetti, c'est quand même un monsieur qui faisait un travail sérieux. Et il est où aujourd'hui? Il est à la retraite. Et remplacé par plus âgé que lui. Remplacé par plus âgé que lui. Vous critiquez tout? Non, je démontre, c'est scientifique. Jules Alinguetti avait décrié. Mouyej était accusé d'avoir fait des dépenses sans pièces justificatives, pas d'avoir volé l'argent. Ce sont les troubadours en mal de connaissance du français qui ont dit qu'il a volé. Moi, j'ai relu les textes de l'IGF. On l'accusait d'avoir fait des dépenses sans pièces justificatives. Et on lui avait donné le temps d'amener les pièces justificatives. Est-ce qu'il les a amenées? Il les a jamais amenées. Si il les avait amenées, on a dit trop tard. On a dit trop tard. Revenons à l'actualité. Le demi-dieu, s'il y avait procès, ce procès-là aurait emporté tout le monde. Ouais. Alors, peut-être sauf le chef de l'État. Ma question... Sauf le chef de l'État. Ça aurait emporté tout le monde. Alors on a dit, laissez seulement. Mieux vaut laisser passer. Et lui-même a dit, bon, puisque vous êtes confus, moi je pars. Ma question c'était, est-ce que vous pensez que ceux qui sont de l'UDPS et gestionnaires dans l'espace Grand Katanga, ils sont, on va dire, leurs dossiers sont traités, sont plutôt privilégiés par rapport aux non-UDPS? C'était ça ma question. Il faut que les non-UDPS là aient la possibilité de prouver leur innocence. Moi je pense que, par exemple, Richard Mouyej a prouvé son innocence. En coulisses, pas devant la justice. Non, mais la justice a fui le débat. Très bien. La justice a fui le débat. Terminons avec le dossier du Lualaba, avec cette décision qui a fait grand bruit dans la deuxième ville de la province, qui est Kassaji. Le centre universitaire relais de l'université de Kolwezi a été, sur décision du recteur de l'université de Kolwezi, fermé. Ça a énervé beaucoup d'étudiants qui avaient déjà commencé. Non, Alain, ce n'est pas sur décision du recteur. Le recteur n'a pas ce pouvoir-là. C'est sur décision du ministre de l'Enseignement supérieur, une décision qui date de 2016. Oui, mais remis au bout du jour par le recteur. Le recteur n'a fait qu'informer, parce que c'est lui le gestionnaire. Oui, il n'a fait qu'informer. Il n'a pas pris de décision. Est-ce qu'on a eu raison de faire cela? On sait qui? Ben oui, le ministre national et les recteurs qui a relayé, qui a transmis la décision. Alain, la décision ne concernait pas que Kassaji. La décision concernait des centaines, ou concerne. La décision concerne des centaines d'établissements à travers la République. Et elle date de 2016, signée par le professeur Théophile Bemba. C'est une décision de 2016. 2016, que le Lualaba à laquelle il n'a pas su échapper. Ça fait honte. Ça fait honte. Pourquoi on n'a pas pu prendre toutes les mesures nécessaires? On n'est pas arrivé à la fermeture de ce centre universitaire. Oui, c'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de la science. Et c'est bien dommage. Vous voyez le Lualaba incapable de construire des bâtiments pour une institution vieille de près de 20 ans. Oui, mais vous dites ça... Votre demi-dieu, il était aux affaires. Pourquoi il n'a pas pu construire l'université de Kassaji? Il avait déjà commencé, parce qu'il fallait d'abord commencer par la route. La route permettrait aux enseignants d'aller et rentrer. Oui, il avait déjà commencé, on l'a arrêté. Il avait déjà construit la mairie, les bâtiments de la mairie. Et donc, c'était en cours. On l'a arrêté pour ça. Et donc, est-ce qu'on peut justifier
Alain Saint-Pierre, on peut expliquer que le Lualaba ait manqué de moyens pour construire des bâtiments pendant 20 ans ou pendant 9 ans. Prenons de 2016 à aujourd'hui, ça fait 9 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans. On est en 2026. Oui. Est-ce que le Lualaba peut manquer de l'argent pour construire les bâtiments pendant 10 ans pour une petite université? Est-ce que l'université a des professeurs? Même pas des chefs de travaux. Qui enseigne à Kassaji? Aucun professeur. Donc, dans le fond, vous pensez qu'on a eu raison de fermer ce centre universitaire? Nous sommes tombés Mais qu'est-ce doivent faire ces étudiants qui ont déjà commencé l'année académique? Non, vous n'êtes pas informé. On m'a dit qu'ils ont repris sur ordre verbal. Ah, ok. Sur ordre verbal. Bon, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas informé. Oui, sur ordre verbal. Et on leur a dit seulement, oh, madame la gouverneure a dit, elle va plaider, continue. C'est grave. C'est grave. Nous sommes où? En plein 21e siècle, l'administration verbale. Et donc, ça signifie que madame le vice-gouverneur se réveille de son sommeil, monsieur le recteur se réveille de son sommeil, parce que c'est lui son conseiller scientifique. Il se réveille de son sommeil pour dire « nous aurons des problèmes. Allons gérer à Kinshasa, je ne sais pas, on va parler avec qui, peut-être avec les chefs de l'État. » Mais ça fait honte qu'une province comme celle-ci, avec tous ces moyens qu'on a, avec tous ces professeurs qu'on a, en commençant par moi qui parle, je n'ai jamais enseigné à Kassaji parce qu'il y a des gens qui s'approprient cette université-là. Ils pensent que c'est une affaire d'une tribu, c'est l'affaire d'une communauté. Est-ce que le Lualaba manque de professeurs? Ici, à Kolwezi, je peux vous compter le nombre de professeurs. Personne n'a jamais enseigné à Kassaji parce qu'on considère que c'est une chose gardée d'un groupe. L'esprit grégaire. À qui doit-on faire ces reproches? Mais à ceux qui pensent que... C'est qui ceux-là qui pensent? Ceux qui sont aux affaires. Ceux qui pensent que c'est leur affaire. Ceux de l'université de Kolwezi? En commençant par le gouverneur. Indifférente. Est-ce que c'est le gouverneur qui choisit les professeurs qui doivent aller enseigner à Kassaji? J'étais en train de dire que son premier conseiller scientifique, c'est qui? C'est le recteur. C'est le recteur, donc le fautif dans l'histoire. Tous. Et tous. Oui, et tous, parce qu'aujourd'hui, malgré ma bonne foi, malgré la bonne foi de mon collègue Moukoum, Nawej, malgré la bonne foi de Madame Malonga Kaj, malgré la bonne foi du professeur Wika, du professeur Mundongo, du professeur, personne ne peut aller à Kassaji et arriver. En d'autres termes, vous vous êtes disposé à aller à Kassaji donner cours, seulement on ne vous demande pas. On ne me le demande pas, il faut une charge horaire. Vous n'irez pas dans une institution dire hey, donnez-moi tel cours, donnez-moi tel autre. Je n'enseigne même pas à l'Unicole. Très bien. On a pris bonne note et j'espère vraiment que l'information que vous nous avez passée ce soir est vraie. Confirmée, selon laquelle les étudiants de Kassaji Non, j'ai parlé avec moi, je parle, top là-bas, c'est l'intérieur. Très bien. Oui, on a vérifié l'info. Ils ont repris le cours, ils ont repris le chemin de l'auditoire en se tapant la poitrine pour dire Madame le gouverneur a résolu le problème. Or, dans un état de droit, ça ne fonctionne pas comme ça. Parlons justice au niveau national à présent, si vous le voulez bien, pour les quelques minutes qui nous restent. Depuis plusieurs jours maintenant, des cas d'arrestation extrajudiciaire se multiplient. Vous, les tchombistes, quel est votre point de vue? De plus en plus, notamment de voix qui s'opposent au président Tshisekedi, sont arrêtés par ce qu'on appelle le Conseil national contre de cyberdéfense, comme ça on appelle ça. Quelle est votre position là-dessus? C'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal qui ressemble à ce que nous avons vécu sous le maréchal Mobutu en fin de règne. On a vécu des choses comme ça. C'est-à-dire, on traumatise les gens, on vous intimide, vous ne pouvez plus vous promener comme vous voulez, vous ne pouvez plus parler comme vous voulez. Et ça aboutit à quoi? À la conférence nationale souveraine. Et donc, quand je vous parle du dialogue, on ira dénoncer tout ça. Oui, on ira dénoncer tout ça parce que c'est anticonstitutionnel. Vous privez vos concitoyens de leurs droits et libertés. Mais si ces citoyens violent la loi... Ils la violent comment? Bon, Alain Saint-Pierre, vous allez trouver dans votre téléphone, on vous a balancé des éléments et on peut vous arrêter pour ça. Vous ne savez même pas qui vous les a envoyés et on doit vous arrêter pour ça. Nous sommes dans quel pays? Et quand nous allons au dialogue, c'est pour fustiger ces choses-là. Nous ne sommes pas des sous-hommes dans notre pays.
Le droit à l'expression, le droit aux libertés fondamentales, c'est garanti par la Constitution. Et la Constitution est au-dessus de tout le monde. Mais nous semblons être dans un pays où les droits, ou plutôt la loi, s'applique aux uns et pas aux autres. Bon, vous pouvez arrêter quelqu'un à 2 h du matin, à 3 h du matin. J'ai suivi dans un débat quelqu'un de l'UDPS, un cas de l'UDPS, s'est tapé la poitrine pour dire « Vous avez chanté qu'on a enlevé Shadari, mais grâce à cette action-là, Kinshasa a été sauvé, Shadari a fait trop de révélations. » Mais on va le vérifier comment. Vous enlevez quelqu'un à 3 h du matin de chez lui et vous vantez ça? Mais au nom de la sécurité nationale, est-ce que le régime n'est pas en droit d'interpeller toute personne qui met en danger la sécurité nationale? Oui, mais oui. Il y a des normes, il y a des procédures. Sous Kabila que vous vantez tant, c'était pire que ça. Je ne pense pas. On n'enlevait pas seulement les gens, mais on ne savait même pas, ils étaient retrouvés morts. On connaît les Kachebeya, etc. Ah, on connaît aussi Chéribin Okende, c'est sous Kabila? Chéribin s'est suicidé. La justice était claire sur la question. Ah, une certaine justice. Mais la veuve continue à clamer comme la veuve Chebea. Manipulée par vous, pour l'opposition? Non, non. Comment on peut manipuler une veuve qui a perdu son mari? Vous allez la manipuler comment? Alain Saint-Pierre, les lois sont faites pour tout le monde. Barack Obama nous a donné une belle leçon. Il a dit, pour que l'Afrique avance, elle a besoin des institutions fortes, pas des hommes forts. Il n'y a pas longtemps, on a lu ici qu'Alain Saint-Pierre avait disparu et on l'a recherché. Alain Saint-Pierre n'est pas n'importe qui, on l'a là-bas. On l'a recherché et puis il est réapparu. Si on doit demander à Alain Saint-Pierre qu'est-ce qui lui est arrivé, ça nous prendrait toute une émission. Est-ce que c'est ça l'état des droits? Et au dialogue, on entend mettre fin à ça. Parce que ça fait de frustration. Vous frustrez quelqu'un dans son propre pays. Vous devez redouter la réaction. Parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Nous sommes différents. Merci beaucoup, M. Donati Mboj. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi un honneur et j'aurai le plaisir de revenir. Peut-être si vous m'appelez pour parler des réalisations de mon père fondateur, Moïse Tshombe, qui a sauvé ce pays. On aura l'occasion de le faire. Je rappelle que vous êtes président national de la CONACO, parti de Moïse Tshombe. Et je présente mes vœux les meilleurs aux demi-dieux. Très bien. Politico pour ce soir, c'est terminé. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end, disponible quand et où vous voulez sur l'application MyCanal du groupe Canal+. Dieu voulant, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Merci.